C'est donc notre 5e séance sur cette critique de l'innovation dans sa 2e année. Et le thème de ce soir que je vais aborder avec vous, c'est l'essence de l'homme est-elle d'innover ? En 2 parties, puisqu'en 2e partie, nous aurons le plaisir d'écouter Patrice Flichy qui nous rejoindra. N'hésitez pas à venir si vous voulez vous installer plus près, si vous souhaitez. Rappel de la dernière séance. Lors de la dernière séance, on a convoqué Toro et Ivan Illich, pour souligner en quoi nous sommes soumis à l'innovation, comment nous sommes compromis par la société industrialisée qui ne cherche qu'à quantifier, qu'à mesurer, qu'à finalement créer des besoins. Et à partir de cela, finalement, on avait conclu une forme d'anéantissement de l'homme. Rien de décidé dans ce sens, évidemment, de manière consciente, ou je ne sais pas, déterminée par une sorte d'ordre supérieur, d'ordre mondial. Mais ce que dénonce Illich, ce sont les institutions contre l'homme lui-même, et ce sont les institutions qui sont responsables de la situation. Comme si l'homme avait démissionné de sa responsabilité d'individu agissant vers quelque chose qui est plus grand que lui, préférant, on l'avait vu, le simple et le confortable. Et le simple et le confortable, c'est l'innovation qui répond à cela. C'est elle qui semble permettre d'offrir le mieux à la place du bien, le plus à la place de l'utile, et c'est ici précisément que le besoin se crée. Et c'est à partir de l'innovation. Sa détermination de l'innovation, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, n'est pas en fonction des besoins, mais en fonction de sa disposition de l'innovation à être utilisée. C'est parce qu'elle va exister que le besoin va naître ensuite. Le besoin est finalement secondaire. Et ça rebat finalement les cartes, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, considérant peut-être que le marketing va être d'une certaine manière en train de chercher quels sont les besoins des individus. On avait vu justement qu'au contraire, c'est plutôt les innovations qui vont créer ensuite le besoin, mais que celui-ci est secondaire. Pour le dire autrement, les besoins sont créés en fonction de la disponibilité de la technique. Et vous vous souvenez, notamment, on avait utilisé l'exemple du téléphone avec Illich. Si les institutions sont à réformer, nous dit Illich, c'est parce qu'elles sont incapables de mettre en cause le système qui les entretient. Et nous-mêmes, nous participons à ce système. Nous participons à ça, nous sommes conditionnés pour cela, et l'école, c'est la critique majeure, on avait terminé là-dessus, l'école plus particulièrement, forme ou forge les individus ou des petits êtres prêts à la demande. Forger des êtres prêts à la demande, c'est cet enfant, petit enfant, qui est formé de cette manière-là à partir de l'école. Et seule une toute petite frange de la population, élitiste, argentée, jouerait, elle, le jeu de l'offre de la demande. Et donc c'est ce pourquoi la conclusion d'Illich qu'on avait eue ensemble, c'était que la première institution à réformer, c'est l'école qui quantifie, qui nous forme, qui nous forge en permanence à la demande. La conclusion n'était que, en effet, l'homme est compromis par l'innovation, pas forcément pour des raisons mauvaises, peut-être même bonnes, peut-être même naïves, probablement faciles et confortables. C'est ce pourquoi on utilise l'innovation, par leur facilité et leur confort. L'innovation technique, technologique, l'usage ainsi qu'il en est fait, apporte évidemment, et on avait vu que c'était la facilité aussi pour les gouvernants, le gouvernement, d'une certaine paix sociale, d'une certaine croissance économique, d'un certain plein emploi, et que l'innovation vient finalement répondre à plein de problématiques de manière facile, rapide, quand on l'utilise, plus stratégique pour un gouvernement ou pour une organisation. Et donc l'homme du commun se satisfait à cela. Si l'homme du commun se satisfait à l'innovation telle qu'elle est proposée et lui-même qui va adhérer à ça, si vous vous souvenez bien, j'avais mentionné dans quelle mesure l'homme est au centre et les innovations extérieures. C'est ce que souhaite Illich. Or, le contraire se produit, c'est-à-dire que les innovations sont au centre et l'homme est à l'extérieur. Et l'homme est attiré par les innovations. La question suivante, c'est d'aller un cran plus loin, un peu plus en profondeur, en s'interrogeant, est-ce que c'est l'essence de l'homme même d'innover ? Est-ce que l'essence de l'homme en tant que tel, presque dans son ADN, est d'innover ? Et c'est ce que je vais essayer avec vous ce soir, d'essayer de regarder. L'essence de l'homme est-elle d'innover ? Évidemment,
je vais pas, j'aurais une difficulté, j'aurais même de la prétention à définir ce qu'est l'essence de l'homme. Mais c'est néanmoins ce que je vais tenter de faire ce soir avec vous, de manière peut-être pas suffisamment détaillée ou précise, mais en tout cas de manière humble. Je vais essayer de regarder avec vous en quoi il y aurait une prépondérance de l'homme à innover. D'abord, la question de l'essence. L'essence, vous le savez, ça vient de esse, E2SE, et qui signifie l'être. Donc, l'essence et l'être, c'est la même chose. Ça provient de la même essence. Et ça, c'est emprunté du latin essentia. Essentia, c'est la nature d'une chose. Donc, nous avons la nature d'une chose qui est son essence, et c'est ce que l'on essaie de voir. Comment l'essence d'une chose est-elle constituée? Par quoi elle est constituée, l'essence d'une chose? L'essence est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. D'accord? L'essence est d'une chose qui fait ce qu'elle est. Ce qui constitue la nature profonde d'un être. Qui peut être un être vivant, bien sûr, qui peut être également l'essence d'une table, qui peut être le bois, par exemple. Le bois qui peut être son essence, peut être la plante, qui peut être évidemment l'arbre, qui peuvent être ses racines. Et on va au fur et à mesure rentrer dans cette notion d'essence. Quand on regarde la nature profonde d'un être, cette approche peut donner lieu à différentes perspectives. Tout d'abord, une perspective aristotélicienne, puisque c'est Aristote, l'essence de l'homme réside dans sa capacité à raisonner. Vous savez, l'homme est un animal raisonnable. L'homme étant un animal raisonnable, il en conclut que, en tout cas parmi ses essences, c'est la raison, sa capacité à raisonner. C'est ce qui semble d'ailleurs être une distinction de l'humanité par rapport à un animal, qui va être plutôt dans l'instinct que dans la raison. Donc on pourrait déterminer qu'une des essences de l'homme, en tout cas, c'est, selon Aristote, sa capacité de raisonnement. Beaucoup plus tard, les existentialistes, par exemple, l'essence tient dans l'accent sur la liberté individuelle et la responsabilité personnelle. Ça, on le trouve plus facilement chez Sartre. L'essence de l'homme, si vous savez cette phrase-là, évidemment, l'existence précède l'essence, c'est la grande phrase dans la conférence de Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Il explique bien, Jean-Paul Sartre, que ce qui est important, c'est que ce que nous allons faire va constituer notre essence. C'est-à-dire que les choix existentiels que nous faisons en permanence, l'ensemble des choix, l'ensemble de notre existence, constitue notre être. Ce qui est évidemment très important pour les existentialistes, puisque finalement, nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nous pouvons accomplir. Cet accomplissement nous constitue en tant qu'être. L'individu crée son essence par ses choix et ses actions. Même chose, si on regarde toujours du côté existentialisme phénoménologique, si on regarde du côté d'Heidegger. Heidegger aborde la question de l'être et de la réalisation de soi à travers l'engagement dans le monde. Vous savez, chez Heidegger, il y a cette notion d'être au monde qui est importante. Et l'être au monde, pour Heidegger, implique une relation active avec le monde qui peut être liée à des formes, c'est très important, des formes d'activité et de production. Autrement dit, l'être au monde heideggerien va se constituer par l'activité et la production que l'on peut effectuer. Avec cette approche, ça peut nous intéresser, parce qu'on peut évidemment déceler un intérêt avec une approche existentialiste qui peut s'interroger si l'innovation, quand on innove, quand on va faire quelque chose, eh bien, ce n'est pas un moyen d'être dans une quête d'identité. Puisque, si je regarde Heidegger, si je regarde Sartre, l'essence de l'homme va être en fonction de ce qu'il constitue, ses actions et ses productions. Puisque l'innovation, c'est également une production et une action, on pourrait considérer, si vous me suivez bien, qu'on a effectivement une sorte d'essence de l'homme qui est celle d'innover. L'homme va effectivement choisir de créer, et ça ne s'arrête pas à cet endroit-là, mais aussi une forme d'agir. Vous vous souvenez, c'était... le nom m'échappe à l'instant, malheureusement. Vous vous souvenez, quelqu'un peut peut-être m'aider à retrouver celui qui qualifie de bougisme. Ce n'est pas Ellul, ce n'est pas René Guénon, je l'avais cité, je ne me souviens plus à l'instant, du philosophe qui parlait... Taguieff, Pierre-André Taguieff, qui parlait de bougisme. C'est-à-dire que l'homme est incapable de s'arrêter. Globalement, ce qu'on peut entendre, j'en parlerai un peu plus tard, de Bergson avec l'élan vital. Et Taguieff avait dit, est-ce que l'homme n'est pas finalement toujours constitué d'une sorte de bougisme à toujours vouloir faire les choses de cette manière-là? Eh bien, ici, on va
plutôt utiliser le terme d'agir. Est-ce que l'homme n'est pas tout le temps dédié à la notion d'agir? Autrement dit, est-ce qu'on ne se constitue pas par le fait que nous innovons? Cette question de l'essence de l'homme comme être d'agir, on peut l'aborder avec Marx, dans un contexte socio-économique, soutenant que l'essence de l'homme réside dans son pouvoir de transformation de la nature par le travail. C'est ce que l'on sait chez Marx, l'activité productive, la notion de capacité de travail, importante pour Marx, fait que ça constitue l'individu. Marx considère le travail comme une activité créatrice qui permet à l'homme de transformer le monde qui l'entoure, de satisfaire ses besoins matériels. Et on n'est pas loin évidemment de l'innovation ici. Dans sa conception, les relations sociales, la structure économique d'une société donnée, jouent un rôle crucial dans la détermination de l'essence humaine. Or, cette structure d'essence est là aussi, comme on l'avait vu d'ailleurs l'an passé, je vais le remémorer très rapidement, avec la notion d'innovare. Innovare, vous savez, c'est le latin d'innovation qui signifie le changement à l'intérieur. In à l'intérieur, novare, le changement à l'intérieur. Autrement dit, dans la structure sociale qui va provoquer un changement, que va souligner Marx par exemple, ce changement à l'intérieur d'une structure sociale, c'est exactement l'étymologie d'innovation. Innovare, changement à l'intérieur. Structure sociale qui change, on est dans l'innovation. C'est ce qui indique la modification intérieure d'un organe, d'un organisme, d'une organisation à cause d'éléments extérieurs. Et ces éléments extérieurs vont être ce qui nous oblige au passage à l'action, à la transformation. Autrement dit, l'innovation est le passage à l'agir. Le passage à l'agir pour accepter la transformation qui m'est obligée par les phénomènes extérieurs. Et c'est ce qui semble aussi notamment faire partie de l'essence de l'homme. Autrement dit, si je résume ce tout premier point, il n'y a pas d'essence de l'homme sans innovation à partir du moment où l'on considère l'innovation comme l'agir, comme le faire, comme le changement de la structure sociale. Mais il n'y a pas non plus d'innovation sans essence de l'homme, puisque c'est justement lui qui va mettre en œuvre. Et donc, ce que je disais juste à l'instant, il y a cette forme d'élan vital bergsonien qui fait que l'homme est toujours poussé à agir. L'homme est toujours poussé à agir, qu'il soit une structure sociale, qu'il soit dans le travail, qu'il soit dans l'organe ou l'organisation. Ce changement-là pousse naturellement l'individu à changer. L'essence de l'homme serait donc de faire quelque chose, d'agir, bougisme pour le reprendre. Et si cela prend la forme d'un salarié, ça peut être un sportif, un acteur, on avait déjà vu ça, un danseur, un spectateur, tout cela ne sont pas moins des innovateurs puisqu'ils vont faire quelque chose et vont provoquer quelque chose. Innover voudrait donc dire ici, je le réduis à une manière assez basique, qui est le fait de provoquer le changement. Le fait que je provoque un changement va faire en sorte que je vais combiner quelque chose qui est une activité comme une autre. La différence entre je change quelque chose et j'innove complètement au sens de Schumpeter, ça va être ses conséquences, bien sûr. Est-ce que les conséquences seront plus ou moins importantes en fonction de l'invention que j'ai qui bascule au stade d'innovation? Normalement, vous devez me suivre avec ce que j'ai déjà expliqué sur ces sujets-là. Ce sont ces effets qui sont effectivement importants, ce sont ces conséquences, parce qu'avant celle-ci se pose la question de l'innovation. Pourquoi faire et qui justifie d'une certaine manière la pratique? Ce pourquoi faire, pourquoi est-ce que j'innove, pourquoi est-ce que j'ai cet agir-là, c'est la quête incessante de progrès et d'innovation qui trouve son origine dans le désir profond d'un certain bonheur. Autrement dit, d'aller chercher ce que j'expliquais très rapidement, le simple et le confortable. Le simple ou le facile et le confortable va me pousser à obtenir quelque chose qui va m'aider. Et quand vous réfléchissez à n'importe quelle innovation possible, elle apporte toujours simplicité, confort et facilité par rapport à ce qui existait préalablement. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas compliqué d'usage. Si on pense à l'intelligence artificielle, elle est complexe, mais elle est beaucoup plus simple que combiner un ensemble d'informations d'encyclopédie, par exemple. Autrement dit, parmi les activités possibles du faire de l'homme, de l'agir de l'homme,
se trouve donc, parmi d'autres possibles, l'innovation. Et celle-ci est d'autant plus salutaire, ou semble l'être, qu'elle donc recherche, comme je disais, confort, plaisir, épanouissement. Ça ne veut pas dire que l'innovation n'est pas également structurée pour résoudre un problème. Ça peut être le cas dans le médical, ça peut être le cas dans le transport, mais pas nécessairement. Du point de vue de l'innovateur, l'une des motivations qui l'anime semble être ce qu'on appelle le cogito pratique de Hegel. Le cogito théorique hegelien se double d'un cogito pratique par lequel l'homme construit un monde à visage humain, c'est-à-dire un monde selon l'homme. Il y a le cogito théorique, ce que je peux imaginer, le cogito pratique, c'est en fonction de ce que je peux voir, ou la pratique, ou le regard humain. On pourrait même le regarder d'un point de vue presque mystique, voire religieux. L'homme construit Dieu à son image. L'histoire n'est pas autre chose que cela. Je cite Hegel. L'homme se constitue pour soi, pour son activité pratique, parce qu'il est. L'homme se constitue pour soi, pour son activité pratique, parce qu'il est. Autrement dit, l'homme fait parce qu'il est fait de cette manière. C'est une motivation qui engendre à la fois une sorte de satisfaction personnelle, parce que je veux faire quelque chose, et le sentiment d'un être humain qui va se définir comment, et ça je vais entrer dans ce détail, qui va se rentrer dans la notion d'homo faber. L'homo faber, c'est l'homme qui crée l'objet. Bergson ne s'éloigne pas de cela. L'homo faber, c'est le maître de la technique, impliquant son intelligence à la fabrication. Il y a bien le raisonnement, il y a bien la notion de réflexion, et puis la notion de faire, la fabrication. Dans l'évolution créatrice, Bergson soutient que l'invention mécanique a été la démarche essentielle de l'intelligence humaine. Et aujourd'hui encore, notre vie sociale gravite toujours autour de la fabrication, de l'instrumentalisation artificielle que les inventions qui jalonnent la route du progrès. C'est-à-dire que l'ensemble des éléments que l'on a sont des éléments d'instruments artificiels qui débouchent exclusivement de l'homme, qu'il soit ordinateur portable, stylo, table, chaise, vêtements, tout ce que l'on peut avoir autour de nous, et ça procède d'une démarche essentielle, au sens essence, être, E2SE, comme je l'ai dit tout à l'heure, essai. Je cite ici Bergson. Si nous pouvions dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre espèce, nous nous tenions strictement à ce que l'histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l'homme et de l'intelligence, c'est cette partie-là qui est très importante, ne dirions-nous pas peut-être, non pas Homo sapiens, mais Homo faber. Non pas Homo sapiens, mais Homo faber. Et dans l'évolution créatrice, Bergson montre justement la notion d'importance de l'espèce qui ne se constitue qu'à travers l'Homo faber. Finalement, nous serions organiquement, biologiquement, chimiquement probablement des Homo sapiens, nous sommes des Homo sapiens, mais d'un point de vue intellectuel et raisonnement, nous sommes des Homo faber. L'homme est par essence celui qui fait quelque chose, celui qui agit. L'essence de l'homme serait donc de faire, d'agir en permanence, quelle que soit la façon avec laquelle il se constitue. L'homme fabrique, l'homme travaille. Évidemment, on retrouve les citations tout à l'heure de l'approche marxiste, dans lequel on a effectivement l'homme qui va s'épanouir, c'est peut-être un peu rapide pour Marx, mais en tout cas, s'épanouir au sens où se réaliser, c'est le mot que je cherchais, se réaliser à partir de sa force de travail. Même si, évidemment, avant Bergson, la notion d'homo faber est évidemment présente dès Aristote, qui a souligné le rôle de l'activité pratique dans la définition de l'être humain. Marx encore souligne le rôle fondamental du travail, c'est ce que je venais de dire avec sa forme de réalisation en tant que telle, chez Marx, dans lequel l'homme se produit dans sa propre nature, la nature productive de l'homme. L'idée que l'homme est essentiellement désormais un homo faber est liée à la conception selon laquelle le travail, la production sont des aspects centraux de l'existence humaine. Ça ne plairait pas à tout le monde de
de dire ça politiquement. Il n'empêche que ce que l'on peut voir, si l'on regarde d'un point de vue théorique, les approches à la fois marxistes, à la fois chez Bergson, à la fois chez Aristote, l'ensemble ou encore Hegel, on voit bien que l'essence de l'homme semble être celle de faire en permanence. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des homo sapiens, ça veut dire que ce qui nous différencie, ce qu'Aristote nous dit, c'est que c'est la raison, c'est le raisonnement, c'est que l'homme est un animal raisonnable. Ce raisonnement-là nous fait passer de l'homo sapiens à l'homo faber. Pour ne pas rester simplement au niveau du faire, évidemment, homo faber, vous allez me voir venir, il faut convoquer Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Hannah Arendt affirme qu'il ne faut pas se limiter simplement à l'idée d'un être humain qui se produit matériellement par le travail, ce qui pourrait être une approche marxiste, qui pourrait être une approche globalement au sens bergsonien d'accomplissement, de mise en œuvre, de production. Au contraire, il y a chez Hannah Arendt 3 activités fondamentales qui caractérisent l'existence humaine. Il y a le travail, mais aussi l'œuvre et l'action. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour nous. Je m'explique. Il y a le travail, et je le dis avec le mot anglais pour bien différencier les différents termes, labor. Labor, le travail. Il s'agit de l'activité liée aux besoins de base de l'individu. Pourquoi est-ce qu'il y a travail? Approche marxiste, nourriture, logement, tout ce que l'on peut avoir comme besoin. Arendt considère le travail comme une activité nécessaire, mais qui ne contribue pas nécessairement à la création d'une activité ou d'une identité plutôt distincte. Ce à quoi peut prétendre l'innovation, parce que l'innovation va justement aller chercher quelque chose que les autres n'ont pas, lorsque je vais me mettre à innover. À la suite du travail, labor, on a chez Hannah Arendt la notion d'œuvre. La notion d'œuvre, c'est pour ça que je le dis en anglais pour être très clair, c'est work, comme on pourrait dire travail avec tout à l'heure, mais elle précise bien, travail c'est labor, l'œuvre c'est work. La catégorie pour Arendt, c'est, avec work, les activités productives et créatrices qui laissent une trace durable dans le monde, comme la construction d'objets, la construction d'œuvres d'art. L'œuvre contribue à la réalisation de la culture et de l'artefact, et elle est souvent associée à la notion d'homo faber chez Hannah Arendt. Ici, c'est pleinement la notion d'invention, mais d'innovation. Autrement dit, je réalise, je laisse une trace. Je ne suis pas simplement dans le travail, je ne suis pas que l'ouvrier sur la chaîne, je vais faire quelque chose d'autre. Nous pourrions d'ailleurs, vous pourrez critiquer un tout petit peu Arendt ici, en dissociant ces éléments parce qu'elle semble associer un peu vite trace et œuvre d'art. Pour elle, il y a une sorte de lien entre les deux, entre trace et œuvre d'art. On pourrait douter de ça, on pourrait remettre ça un peu en cause parce qu'elle n'intègre pas, par exemple, l'entrepreneur. Celui qui invente, innove la voiture, par exemple, il n'est pas sur l'œuvre d'art, il n'empêche qu'il ne laisse pas moins une trace importante. Et donc cette notion-là pourrait être critiquée chez Arendt. Troisième activité. Encore une fois, travail c'est le premier, labor. Deuxième c'est l'œuvre, work. Le troisième c'est l'action, action. Selon Arendt, l'action est la plus haute forme d'activité humaine. Elle se produit dans le domaine politique lorsque les individus interagissent, communiquent et créent ensemble un monde commun. Là, vous voyez bien qu'on est sur la partie relation sociale. C'est la partie relation sociale qui va être contributive au fait de faire quelque chose. Les hommes font quelque chose à partir du fait qu'ils interagissent, qu'ils communiquent, qu'ils créent un monde. L'action est liée à la possibilité d'exprimer la liberté et de participer à la vie politique. Là encore, ce n'est pas l'innovation au sens produit, on n'est pas en train de parler d'une technologie d'un téléphone portable, mais on parle bien d'innovation politique d'une part. Quels peuvent être les changements qui peuvent être produits, par exemple dans une démocratie? Mais ce n'est pas moins l'implication de l'innovation dans les questions politiques, au sens dans la cité. Ça peut être un réseau social, par exemple. Un réseau social n'est pas moins un changement d'innovation politique au sens grec, au sens politicos du terme. Quels sont les liens qui vont être influents dans la cité, dans les interactions, comme par exemple la démocratie. D'ailleurs,
on sait très bien, on l'avait vu notamment pendant les révolutions arabes, que les réseaux sociaux étaient outils possibles d'usage pour une démocratie. Ainsi, chez Hannah Arendt, l'homo faber est lié à la dimension créative de l'homme, à travers l'œuvre, mais ce n'est pas simplement le travail productif. Arendt met en avant l'idée que l'action politique, dans la sphère publique, est une activité centrale qui permet aux individus de manifester leur liberté, de participer à la création d'une communauté politique. Et là, c'est encore une fois sous le joug du changement que l'on va souhaiter, et donc ce changement à l'intérieur, il ne voit rien. La question de tout cela, si c'est notre question de ce soir, de l'essence de l'homme, on peut revenir légèrement en arrière. L'innovation justifie son existence d'activité par son empreinte de solution à un meilleur. C'est globalement ce que je vous vends. Quand je vous vends une innovation, je vous propose un meilleur. D'une certaine manière, l'innovateur s'appuie sur une reconnaissance sociale. Il y a une sorte de posture du héros derrière ça. Je vais vous envoyer sur Mars, je vais vous envoyer à traverser la Terre en très peu de temps, je vais effectivement sauver globalement les problèmes du monde. Mais ça s'appuie sur une réflexion approfondie des fondements des désirs. Et pour ça, il n'est pas inintéressant de regarder dans les textes de Freud, l'écrivain et l'imagination, quelque chose d'intéressant que vient nous dire Freud. Qu'il arrive lui-même à la conclusion que tous les désirs, et donc, encore une fois, rappelez bien ce que je viens de vous dire sur la notion de désir au sens simple, confortable, facile, tous les désirs pour Freud partagent 3 traits communs. 1. Ils émergent de la rencontre d'une circonstance présente. Je vais expliquer. 2. Ils visent l'avenir en cherchant à atteindre leur satisfaction. Je vous donne un smartphone, ce sera exactement ça. Atteindre la satisfaction en visant l'avenir. Voilà ce que vous allez pouvoir faire avec cette nouvelle voiture, avec ce nouveau téléphone, avec cette nouvelle forme politique, par exemple. 3. Ils tirent leur puissance du passé. Vous vous souvenez, je n'ai pas pris cet exemple très précis, mais au moins pour la marque, une des keynotes de Steve Jobs avait été de montrer un ancien téléphone en disant « ça c'est le passé, voilà le futur ». C'est exactement ce que dit Freud en 1908, quand il dit qu'on va tirer la puissance donc de l'avenir à partir d'un passé. Et le premier, il rencontre une circonstance présente. La circonstance présente, mondialisation, besoin de communication possible. Je cite Freud. C'est un petit peu long. L'exemple le plus banal pourra vous expliquer ce que j'avance là. Prenez le cas d'un pauvre garçon, orphelin, à qui vous avez donné l'adresse d'un employeur susceptible de le recruter. En s'y rendant, il pourrait qu'il s'abandonne à un rêve éveillé, suscité par la situation où il se trouve. La teneur de ce qu'il imagine la sera en gros d'être effectivement engagé, de plaire à son nouveau patron, de se rendre indispensable à l'entreprise, d'être reçu dans la famille de ce monsieur, d'épouser la ravissante fille de la maison et ensuite d'être lui-même copropriétaire et plus tard héritier de l'affaire. Et ce faisant, le rêveur a remplacé ce qu'il a possédé dans son enfance heureuse, la maison protectrice, les parents aimants, et les premiers objets de sa tendre affection. Vous voyez dans un tel exemple, je continue avec Freud, la façon dont le désir utilise une occasion présente pour esquisser une image de l'avenir sur le modèle passé. C'est peut-être ici, justement, avec cet exemple chez Freud, que l'on peut lire non seulement une essence de l'homme innovant, par rapport au désir profond qu'il peut avoir, par rapport au fait qu'il puisse innover. Il y a ici une naissance du désir. La naissance du désir n'était pas forcément présente chez le jeune homme qui va justement chercher un travail, puis ensuite, il va avoir cette conséquence de désir qui va arriver. De ce que l'on a possédé, qui nous rendait heureux au préalable. Rien n'est dit qu'il était malheureux auparavant. Certes, il est dit ici qu'il est orphelin, mais il n'est pas nécessairement malheureux en tant que tel. Il n'est pas dit que lorsque nous n'avions pas de téléphone portable ou pas de voiture électrique, nous étions malheureux.
La question ne se situe pas par rapport au malheur. La question va se situer à partir du désir qui va être provoqué. Quel désir va être provoqué par un meilleur? Et ça correspond très exactement à l'idée reçue, vous l'avez tous utilisé ou vous l'avez tous entendu, du c'était mieux avant. Ou nous n'avions pas besoin de ça quand on était petit. Ou encore, les enfants passent du temps devant les écrans et ne savent plus s'amuser. Suivez-moi bien. Lorsqu'on prononce, je vais mettre tous ces éléments-là en perspective, vous allez voir le lien que j'essaye de faire. Lorsqu'on prononce ces phrases, du type « c'était mieux avant », nous démontrons notre incapacité à nous installer dans les chaussures d'une nouvelle génération qui se construit sur de nouveaux désirs, et non sur ceux des parents ou des grands-parents qui d'ailleurs eux-mêmes avaient constitué leurs désirs sur leurs propres désirs des parents ou grands-parents. Autrement dit, nous sommes en train de juger la question du désir que quelqu'un ne peut pas avoir comme nous, à l'évidence, puisqu'il n'a pas le même âge et le même passé au même moment que les autres. Qualifier de dire c'était mieux avant ou que les enfants pouvaient prendre plus de plaisir auparavant avec tel ou tel élément, évidemment, ça n'a pas de sens. C'est l'ensemble des désirs qui sont constitués à partir des circonstances présentes. Le point 1 de Freud en 1908, c'est en fonction de certaines circonstances. Les circonstances que nous avons aujourd'hui ne sont pas les circonstances de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents ou les autres. L'innovation vient finalement répondre très exactement à ça. L'innovation va être l'instrument du désir et l'incitation au désir. Quand on va mettre un écran, une tablette dans les mains d'un enfant, par exemple. Cela ne veut pas dire qu'il est désir lui-même, mais qu'il exploite le désir. Chacun d'entre nous est le produit d'un passé et nourrit des aspirations forcément pour un avenir. Imaginez-vous la situation inverse dans laquelle les enfants ou nos enfants ou ceux que l'on voit autour de nous auraient les désirs de nos parents ou grands-parents. Qu'est-ce que ça signifierait pour les prochains désirs de la société en général, si tel était le cas? Les utilisateurs de l'innovation, animés par leurs désirs et créateurs d'actions visant à les satisfaire, et d'ailleurs sont investis d'une responsabilité indéniable, car ils ne savent pas maîtriser ces désirs. Il faut une réponse que les innovateurs apportent. Et donc, on va d'une certaine manière être en train de réclamer ça, de réclamer quel va être, moi, mon désir pour ma génération par rapport à la génération précédente. Pourquoi je serai dans ce même désir que les autres? Il faut une réponse que les innovateurs apportent. Lorsque les utilisateurs succombent aux tentations du confort et la recherche du bonheur sans retenue, ils alimentent inlassablement le développement des innovations. Gardez à l'esprit que je ne porte pas, à titre personnel, un jugement ici. Je dis simplement pourquoi est-ce qu'on va essayer de trouver une essence du désir qui sera répondue par le désir de l'innovation. Et l'innovateur, évidemment, va s'engouffrer dans la brèche. C'est mon point suivant. Ainsi que l'autre partie du contrat d'innovation, l'innovateur, il accepte cette question du désir, sans forcément avoir une pleine conscience des termes de ce contrat cadre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'ensemble des innovateurs réfléchissent à ce que nous réfléchissons ce soir, ce à quoi nous réfléchissons ce soir. Il va y répondre spontanément, quand bien même il est dans une exploitation de ce désir. L'utilisateur de l'innovation doit prendre conscience que sa propre responsabilité est également engagée. Autrement dit, il ne peut pas faire comme si ce qu'on vient de dire n'existait pas. Il exploite le désir. On ne peut pas dire qu'il est coupable, on n'a pas à juger s'il est coupable ou pas, ce n'est pas notre propos ici. Sa culpabilité serait plutôt dans le fait de dire qu'il ne prend pas conscience de ça, ou en tout cas qu'il n'analyse pas ça. Et là, il peut en être effectivement coupable. Ce n'est pas évidemment le sujet de ce soir, mais c'est l'important de reconnaître quels sont les dommages qui peuvent être, non pas imputés à un seul acteur, qui peuvent être le résultat d'une interconnexion complexe entre les actions individuelles et parfois entre actions collectives. Même si cependant, ça on avait toujours dit que l'innovateur était toujours le plus responsable dans la mesure où il a plus conscience que les autres de ce qu'il fait. Et encore, même ça, on pourrait dire avec notre première partie qu'on pourrait le balayer d'un revers de main si on considère l'homo faber tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Pour avancer dans notre propos, on va essayer de renverser notre proposition. On va rentrer un peu plus de complexité.
Si l'essence de l'homme est d'innover, dans les perspectives que j'ai soulignées, l'essence de l'innovation est-elle l'homme? Donc je renverse la proposition. Et je vais dire ici qu'on commet un premier pli. Je souligne ici rapidement, je l'expliquerai plus tard la notion de pli, mais que vous avez déjà certainement en tête quand je le dis, je l'expliquerai plus bas. Et ce premier pli que je propose, on l'a tenu déjà avec Illich précédemment, où l'on soulignait justement que l'homme n'était plus au centre des innovations, que les innovations sont au centre et l'homme se dirige vers elles. On peut en effet se demander si l'essence de l'innovation n'est pas l'homme. Cela signifierait que l'homme ne choisit plus les innovations, mais c'est les innovations qui choisissent l'homme, au sens de ce qu'elle en fait. Qu'est-ce que fait les innovations de l'homme? L'évidence, c'est toujours, évidemment, que c'est l'homme qui fait, mais il est en quelque sorte, ou il devient manipulé par elle. Il en devient dépendant, c'est sa compromission, elle met l'innovation, l'homme à son profit. L'homme ayant perdu le contrôle de l'innovation, dépassé par elle, il ne fait plus, il en est même perdu. Dans l'obsolescence de l'homme, Günther Anders avait choisi la pièce En attendant Godot de Beckett comme illustration poussée à l'extrême de l'idée sous-jacente de la déchéance de l'homme. Alors, pour rappel, si elle est lointaine ou si vous ne l'avez pas vue ou lue, la pièce En attendant Godot met en scène Vladimir et Stragon. Ils attendent un certain Godot, dont ils ne savent rien et qui ne viendra jamais. Désolé pour spoiler. Mais bon, c'est un peu dans le titre quand même. La pièce est dépourvue d'action, avec seulement quelques dialogues insignifiants qui ne cessent de se répéter. Une histoire sans histoire et même sans fin. L'interprétation admise consiste à considérer que Godot représente la mort, puisque les deux hommes n'ont plus rien qui les retient dans le monde, à part l'attente. Il y a un arbre derrière eux, unique décor, ça apparaît comme un échappatoire, une échappatoire. Cependant, ils n'en font rien. Ils continuent à exister. Plus exactement, si vous vous souvenez bien de ce que j'expliquais notamment avec Sartre, ils n'existent pas, ils vivent. Ils n'existent pas, ils vivent. Cette absence de volonté d'exister, ou même de mourir, va guider l'interprétation de Anders, qui va voir cette œuvre comme une représentation parfaite de l'obsolescence de l'homme. Si la pièce est dépourvue d'action, c'est parce qu'elle veut montrer que l'existence même des hommes est devenue inactive. On ne fait que vivre, nous n'existons pas. Elle ne raconte pas d'histoire parce que les hommes sont eux-mêmes privés d'histoire. Ils n'ont pas de motivation parce que la vie même est privée de motivation. Il s'agit alors d'une parodie du présent. Ce n'est pas eux qui ont un comportement absurde, mais nous, les spectateurs. Il met en scène le destin de l'homme de masse dans un destin sans temps, dépourvu d'objectifs, de motivation. Günther Anders. Les deux héros sont encore en vie, même s'ils ne sont plus au monde. Souvenez-vous ce qu'on a pu dire avec Heidegger tout à l'heure, l'être au monde disparaît complètement ici. Ils ne sont plus au monde. Il semble que ces deux ne sont plus les homo faber que nous évoquions, mais il ne semble pas moins que les deux personnages peuvent nous faire songer à notre obsolescence aujourd'hui face à une sorte de technologie envahissante qui nous rend objet de l'innovation. Mon point au début. Elles nous rendent objet de l'innovation. C'est l'innovation qui nous rend objet. Concrètement, c'est ce que l'on voit tous lorsqu'on prend le métro, plonger son téléphone portable lorsque les intelligences artificielles édictent les règles à suivre, les réponses qu'il faut suivre, lorsque les algorithmes vont inciter nos votes ou nos choix. L'innovation contrôle nos vies. L'innovation puise son essence chez l'homme par tout ce qu'il peut donner. Nous donnons quoi? Notre temps, nous donnons nos datas. La métaphore de Godot serait parfaite si en plus ils étaient assis tous les deux, plongés sur leur téléphone portable, mais c'est écrit en 52. Gilbert Simondon alertait sur ça. Je cite Simondon. La condition première d'incorporation des objets techniques à la culture serait que l'homme ne soit ni inférieur ni supérieur aux objets techniques, qu'il puisse les aborder et apprendre à les connaître
en entretenant avec eux une relation d'égalité, de réciprocité, d'échange, une relation sociale en quelque manière. Mais il semble évidemment qu'il n'y a jamais eu d'égalité. D'un côté, on a l'homme qui domine les objets, et désormais, l'homme ou la technique qui nous domine. On peut se demander si l'homme rend compte qu'il est devenu essence de l'innovation. Vous vous souvenez, le début de notre thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que innover, c'est l'essence de l'homme? Et là, on arrive à un point où c'est est-ce que l'homme se rend compte qu'il est devenu essence de l'innovation? En a-t-il conscience? On pourrait évoquer avec Anders cette honte prométhéenne, qui se réfère selon lui, je le cite, la honte qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées. Il s'agit de la honte que l'homme éprouve à l'égard de son corps, de ses membres imparfaits, en comparaison à quoi? De l'objet manufacturé que l'on va acheter, qui est parfait, qui est sans défaut. Au XXe siècle, que la fierté est progressivement remplacée par la honte prométhéenne et le nouveau self-made man qui doit être redéfini comme un produit. Autrement dit, l'homme créateur a perdu de sa fierté de fabricant et ce qu'il envie aujourd'hui, c'est la perfection de ses produits. Il a d'une certaine manière honte de son origine naturelle, contingente, imparfaite, et de ne pas être finalement lui-même le parfait comme ses produits le sont, comme ses services peuvent l'être. Il est incapable de vivre avec lui-même et nous incite à ce que science, technologie, technique, innovation poussent à résoudre nos défauts ou nos désirs qui ne sont pas encore suffisamment accomplis. Car il y a un véritable désir de réification, nous donner les caractéristiques de ce qui pourtant nous ne sommes pas, de devenir une entité concrète. Ce n'est pas sans traduire évidemment, quand je vous annonce tout ça, les propos des cyborgs, le propos du transhumanisme par exemple. Nous produisons des objets parfaits, nous voulons l'homme parfait, nous voulons être l'homme créateur parfait. Mais certainement pas être honteux et de ne pas être réifié. Ainsi dépassés par les projets technologiques, les humains éprouvent une forme de honte, ressentent leur déchéance. La seule voie, c'est la technique. Nous proposons ici un deuxième pli pour ce soir. En effet, nous avons trouvé d'abord une sorte d'horizontalité dans la manière de comprendre qu'en effet, l'hypothèse ou l'essence de l'homme est d'innover, notamment son caractère agissant, la première partie. On tente de plier cela en se demandant si finalement, ce n'est pas l'homme qui est l'essence de l'innovation. Évidemment, c'est un pli au sens deleuzien. Le pli chez Deleuze, c'est donc de décrire les processus complexes et pluriels qui façonnent la réalité. Je le rappelle, le pli, c'est l'idée de multiplicité et de différence. Et nous allons l'utiliser pour illustrer la manière dont la réalité n'est finalement pas linéaire ou unidimensionnelle, comme on l'a vu, mais pliée et complexe. Et en effet, c'est ce que l'homme et l'innovation nous poussent à faire lorsqu'on les met en face, à se replier l'un vers l'autre, dans une complexité. Car l'homme, non sans l'extraire lui-même, ce qui serait impossible, semble être l'essence de l'innovation, ce qu'on a essayé de proposer. Ce deuxième pli serait la transformation de cette essence pour agir. Il s'agit alors d'évaluer la possibilité d'un agir qui ne soit pas complètement dans une optique homo faber, comme on l'a vu dans la première linéarité, et encore moins d'un agir de l'innovation sur l'homme, le premier pli deleuzien qu'on a vu, mais d'une certaine manière, repenser à nouveau frais en acceptant que l'essence de l'homme soit bien d'innover, mais pas n'importe quel pli, pas sans conscience. Autrement dit, je reprends la proposition aristotélicienne de dire l'homme est un animal raisonnable qui me fait passer de l'homo sapiens à l'homo faber, mais cette fois-ci, je vais chercher à transformer cette conscience-là. Pour ça, on peut essayer avec un nouveau pli d'utiliser le principe de responsabilité de Hans Jonas, qui dénonce lui aussi, Hans Jonas et Günther Anders sont contemporains, il dénonce lui aussi le déchaînement prométhéen de l'agir moderne et appelle à une transformation de l'essence de l'agir humain. La proposition que l'on peut en tirer, pour nous, est de détourner les forces naturelles avec lesquelles nous innovons pour les mettre à notre profit. C'est-à-dire
pas contre nous, comme lorsqu'on innove en dégradant par exemple nos écosystèmes, mais en cherchant ces forces naturelles, notre positionnement naturel, inné, le fait que nous agissons naturellement, ce qu'on a prouvé, en tout cas essayé de prouver dans notre première partie, et savoir à quel point, pourquoi, comment l'animal est capable d'agir et d'agir en conscience. Pour ça, on peut s'appuyer sur Sophocle. Sophocle, où l'homme est dit que, ontologiquement, c'est le plus vulnérable des êtres, néanmoins capable de faire face à la toute-puissance de la nature. Faites bien attention à ce point-là, j'insiste beaucoup parce qu'on va voir à quel point cette proposition-là est renversée. Je répète, le propos de Sophocle, je vais le citer, Sophocle, c'est un petit peu long, mais je vais le citer. Le propos de Sophocle, c'est « L'homme est ontologiquement le plus vulnérable des êtres, néanmoins capable de la toute-puissance par la nature grâce à la techné. » On est à l'époque de Sophocle. Je le cite et gardez bien ça en tête. Je cite. Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande que l'homme. Par ses engins, il est le maître des bêtes indomptées qui courent par les monts, bien armé contre tout. Il n'est désarmé contre rien de ce que peut lui offrir l'avenir. Contre la mort seule, il n'aura jamais de charme permettant de lui échapper. Bien qu'il ait déjà su, contre les maladies les plus opiniâtres, imaginer plus d'un remède. Mais ainsi, maître d'un savoir dont les ingénieuses ressources dépassent toute espérance, il peut prendre la route du mal comme du bien. Hans Jonas commente cet extrait. Un ton réservé, anxieux même, et personne ne peut y voir une vantardise immodeste. Tout ceci vaut parce qu'avant notre époque, donc à l'époque de Sophocle, c'est Hans Jonas qui commente, les interventions de l'homme dans la nature, telles que lui-même les voyait, étaient essentiellement de nature superficielle. On ne déséquilibrait pas la nature. De même, ni dans le chant de Sophocle, d'Antigone, de Sophocle, ni nulle part ailleurs, ne trouve-t-on une allusion que ceci n'est encore qu'un commencement, que les choses les plus grandes, en matière d'artefacts et de pouvoir, sont encore à venir, que l'homme est engagé dans une carrière de conquête illimitée. Autrement dit, si vous avez bien suivi le propos important de Sophocle, qui dit « la nature est plus forte, l'homme par sa technique peut d'une certaine manière essayer de survivre, mais tout ça est bien limité ». Hans Jonas, quand il commente, il dénonce justement l'inverse. C'est que l'homme cherche justement à cette possession ou cette maîtrise de la nature en passant par Descartes. L'usage de la techné n'a pas pour enjeu avec Sophocle le projet d'une inspiration, d'une inspection, encore moins d'une possession de la nature. C'est même pas envisageable pour Sophocle ici. Nulle visée de la nature comme objet dont l'homme pourrait exercer son influence. Cette puissance de détourner les forces de la nature n'est pas encore un pouvoir tant qu'on pense ce détournement comme un aménagement de la vie humaine et non comme une domination que l'homme exercerait sur la nature elle-même et donc sur son environnement. L'homme peut être d'une certaine manière le maître de la nature sans pour autant être encore le possesseur. Je réfère évidemment à Descartes, mais on peut se demander si le projet de Descartes est là, désormais, ou encore à venir. Cet usage primitif de la nature est naturel. Il n'est rien de plus que la façon propre à l'homme de se rapporter à son environnement par son corps. La pensée prométhéenne, à son origine, place la vulnérabilité du côté de l'homme. L'homme est vulnérable, c'est le propos de Sophocle, ce n'est pas la nature qui l'est. De ce point de vue, l'usage que nous faisons de la nature, dans l'agir, était l'exercice d'une puissance, l'exercice pas véritablement d'un pouvoir. C'est la puissance vis-à-vis de la nature que je dois développer, mais ce n'est pas mon pouvoir contre la nature. Ce savoir primitif est hors de la sphère éthique. L'homme grec ou sophocléen se vit comme une puissance, mais vulnérable, au sein de la toute-puissance naturante de la nature. Les relations éthiques concernent alors, peu évoluer, les rapports entre les hommes dans la cité et non par rapport à la nature. Peut-être que finalement, c'est Sophocle qui aura raison. On peut le condamner avec notre œil contemporain, œil moderne, mais peut-être que Sophocle a raison avec un réchauffement climatique qui fera que la nature gagnera. S'il y a une transformation de l'essence de l'agir de l'homme, selon Jonas, le rapport donc s'inverse. C'est-à-dire que la vulnérabilité passe du côté de la nature. Ainsi, l'homme passe à cet instant du merveilleux au menaçant. L'agir n'est plus une puissance au sein de la nature, mais un pouvoir sur la nature. La puissance se fait pouvoir au moment où est en jeu, c'est radicalement l'être ou le non-être de la nature.
de maître, l'homme devient possesseur. Et ce redoublement de la puissance introduit plus qu'un degré supérieur de la maîtrise, mais une véritablement transformation de son essence en domination. C'est d'ailleurs là le projet cartésien. Si nous comprenons bien notre évolution, nous sommes retombés dans l'agir premier, celui de l'horizontalité, qui est que l'essence de l'homme est d'innover. Il nous faut en repasser par là pour ensuite le modifier. Pour être sûr de comprendre, par sa présence naturelle ou nécessaire, il y a l'agir, première partie, un plan horizontal, linéaire, et nous avons fait un premier pli que l'on peut établir sous une forme de décollage. C'est l'homme comme essence de l'innovation, et c'est là que nous proposons un deuxième pli, ce que je viens d'expliquer par une modification de l'agir. C'est un atterrissage qui se trouve dans son point initial, mais transformé et qui ensuite reprend forcément une forme d'horizontalité. Si vous voulez bien après faire passer, j'ai tenté de schématiser cette proposition de l'essence de l'homme. L'homme est d'innover et le nouvel agir, avec une modification ontologique de l'agir. Je vous les passe et puis vous les faites suivre à l'arrière. Ça permet peut-être d'illustrer mon propos tel que je viens de le montrer. Cette modification de l'agir veille à un agir téléologique. Pour l'homme, de manière ontologique également, car nous ne faisons pas actuellement. Car si l'on garde l'articulation avec la nature, ce n'est pas un agir de la protection ou l'environnement, par exemple. Certains critiques, comme Karl Otto Appel, soulignent d'ailleurs que, ce point est fondamental, on en a déjà parlé légèrement, on en parlera plus tard, probablement dans le prochain séminaire l'an prochain, que la crise écologique est surtout une crise de peur de la disparition de l'homme. En effet, quand bien même nous serions en mesure de détruire notre écosystème et de rendre la vie humaine problématique, voire impossible, rien ne dit que la biosphère disparaîtra. Probablement même impossible qu'elle disparaisse. Et que finalement, une forme de vie résisterait à une destruction même massive, que d'autres écosphères pourraient se développer. Quant à la nature inorganique, sa destruction pure et simple est encore moins envisageable. L'idée d'un pouvoir que nous aurions sur l'être ou le non-être de la nature repose sur une surestimation abusive du pouvoir destructeur de l'humanité. Autrement dit, la crise écologique est une crise anthropocentrée, puisqu'en définitive, nous craignons pour notre propre écosphère et non pour la nature elle-même. C'est ainsi qu'Otto Appel conclut l'édifice jonassien du principe de responsabilité, c'est-à-dire l'idée selon laquelle s'abandonnerait à produire l'humanité comme étape la plus élevée de l'évolution, ce dont on peut douter. L'idée d'une éthique qui vise à préserver la nature en préservant l'humanité n'est qu'une intuition métaphysique profonde, qui peut avoir des répercussions écologiques, mais sans véritable efficacité structurelle. Notre agir est donc un agir de l'homme pour l'homme. Et ce n'est pas d'ailleurs condamnable. C'est un choix, mais il n'est pas forcément le plus juste, le plus défendable, ni le plus noble. Par ailleurs, quand on parle d'une transformation de l'essence de l'agir, il faut avoir à l'esprit que nous sommes, comme nous l'avons déjà mentionné, dans un agir moderne, un savoir-faire dans lequel le faire excède le savoir. Le faire excède le savoir. Nous savons, certes, comment faire, mais nous ne savons pas précisément ce que nous faisons, au sens où nous ignorons par exemple les conséquences à long terme, par exemple de l'intelligence artificielle, la manipulation du génome, et cela pour des raisons structurelles. La part d'imprévisibilité est certaine. Il faut attendre plusieurs générations pour voir ce que nous avons fait. Le savoir est donc différencié par rapport au faire, ou plus exactement, il y a un excès de notre pouvoir faire sur notre savoir prévoir. Le déchaînement prométhéen nous place en situation d'expérimentateurs, et non seulement de savants, mais d'expérimentateurs. Ce point est important. C'est ce que l'on pourrait dire avec Jonas, qui nomme, et là ça devrait vous faire écho à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Jonas nomme l'annexion de l'Homo sapiens par l'Homo faber. Donc, quand on avait vu une articulation et un passage Homo sapiens, Homo faber, Jonas lui parle d'annexion. On pourrait parler de colonisation de l'Homo faber sur l'Homo sapiens. Devant cette nécessité d'une transformation de l'essence de notre agir,
Compte tenu de notre essence naturelle à agir sans questionnement pour faire, il nous faut être dirigés par une vision, un principe. Et c'est ce pourquoi Jonas appelle l'exigence d'une nouvelle éthique. Alors que la techné était neutre du point de vue de l'éthique, alors que la nature prenait soin d'elle-même et que la relation éthique était intégralement concentrée du côté de la cité, des hommes, uniquement entre eux, l'agir moderne qui s'exprime dans nos sociétés technologiques et innovantes révèle la nature. Ce nouvel objet de l'éthique questionne les schémas antérieurs de l'obligation que nous avons vis-à-vis d'autrui comme de la nature, à l'évidence qui ne conviennent pas. En effet, les schémas de l'obligation sont fondés sur la réciprocité des droits et des devoirs, ce qui est difficile, évidemment, dès lors qu'on s'adresse à la nature. Or, face à un agir nécessaire, il faut penser une obligation non réciproque. Et les moyens pour ça peuvent être l'éducation, l'apprentissage, l'empathie, le dépassement de notre propre condition anthropocentrée, et c'est ce que l'on n'a pas beaucoup abordé ce soir, mais qui d'habitude nous abordons, est la notion de spiritualité, qui permet ce dépassement. En conclusion, pour cette première partie, nous nous sommes demandé dans quelle mesure l'essence de l'homme est-elle d'innover. Une question certes un peu provocante, on rêverait de répondre non, mais parce qu'on entend souvent cette notion avec le jargon commun. Pas l'essence de l'homme d'innover pour des biens et des services. Toutefois, c'est ce que j'ai essayé de montrer avec vous, c'est que tout ça, c'est une réduction de l'innovation. Et lorsque nous mettons ce concept en perspective d'être une activité de faire pour vivre, survivre, mieux être, ainsi qu'il en va de la constitution de l'homme, comme on l'a souligné au début avec Hegel, avec Marx, avec Arendt, avec Bergson notamment, comme n'importe quelle autre activité, alors l'essence de l'homme est en effet d'innover. Cet homo faber est muet par le désir de faire, est muet par le désir de faire sans vraiment savoir pourquoi il fait. Dans cette optique d'un meilleur, peut-être, mais pas seulement, puisque c'est un meilleur très court-termiste. L'homme ne fait-il pas uniquement pour faire, comme le hamster dans une roue, mais sans effectivement savoir pourquoi il fait ce qu'il a fait? À quoi bon ces innovations? L'homme n'est-il pas, disons-le avec Anders et Godot, dans une obsolescence où il est perdu dans ce qu'il fait, au point où ce sont les innovations qui font faire à l'homme ce qu'il fait que l'homme qui fait des innovations ce qu'il veut? L'essence de l'innovation, c'est l'homme. Ce serait comme si la roue qui fait tourner le hamster dans la cage, pas le hamster qui fait tourner la roue. Mais on tourne et c'est les innovations qui nous font tourner. Si on participe au mouvement, on peut même participer à la construction de la roue. C'est l'existence de roue qui fait au hamster l'activité de tourner. Ce questionnement est un questionnement de pli, un retour sur la complexité plutôt que la linéarité de l'innovation comme elle semble se faire un peu basiquement. Cette linéarité qui n'a d'ailleurs jamais existé. Il y a toujours eu un rapport de domination entre l'homme et l'innovation, et si le premier à avoir été le dominant, l'homme, est-ce qu'il l'est encore? C'est ce constat qui nous a forcé ce soir à envisager le deuxième pli, que nous avons envisagé en cherchant à repenser l'agir premier, à la suite de l'agir linéaire indiquant que l'essence de l'homme est d'innover, à la suite du décollage par un pli où l'on peut noter que l'essence de l'innovation c'est l'homme, il nous faut revenir intégrant que l'essence de l'homme est d'innover, mais pas à n'importe quel prix. C'est cet agir qui doit être transformé grâce au décollage effectué, sa remise en cause. Nous avons alors compris que cet agir est un agir de l'homme pour l'homme, quelque peu anthropocentré. Enfin, comment faire naître ce nouvel agir? Si l'on sait le processus, c'est le décollage, en tout cas c'est la proposition, on connaît les méthodes, c'est interroger, questionner, philosopher, éduquer, apprendre. Nous émettons l'hypothèse, comme nous l'avons déjà fait en première année, que c'est par un dépassement. Ce dépassement se fait par la spiritualité au sens où nous l'avions définie. Souvenez-vous de la définition de la spiritualité telle qu'on l'a fait. Et c'est cette spiritualité-là qui va nous emmener pour la dernière partie, notre dernière conférence, notre dernier séminaire qui sera fin juin, le 27 juin, je crois, où nous aborderons la question de la spiritualité et de l'innovation. Je m'arrête
pour ma première partie. On peut prendre une ou deux remarques avant que je passe la parole à notre intervenant de ce soir. Deuxième partie de notre 5e séance, nous avons l'honneur, la chance d'accueillir Patrice Flichy, HEC, docteur HDR en sociologie. Patrice Flichy mène ses recherches sur l'étude des techniques de télécommunication en articulant conception et usage dans une théorie de l'innovation. En consacrant une partie de ses travaux à Internet, Patrice Flichy a mis en avant le rôle de l'imaginaire dans la conception des techniques. Son argument est qu'en spéculant sur l'importance future d'Internet dans nos sociétés, que l'on a fini par lui donner le rôle central qu'il y tient aujourd'hui. On parle de prophétie autoréalisatrice. Il est le cofondateur et directeur de Réseau, revue bimestrielle de sciences sociales, consacrée au rapport entre technique, communication et société. Patrice Flichy s'intéresse à la controverse qui questionne le rôle d'Internet. Est-ce un outil de la démocratie avant d'être une grande innovation technique ? Internet est une innovation sociale. En effet, elle permet aux différents utilisateurs non plus d'élire leurs représentants, mais de participer directement. Plusieurs éléments et publications notables de la part de Patrice Flichy, l'innovation technique en 1995, récent développement en sciences sociales vers une nouvelle théorie de l'innovation, l'imaginaire d'Internet en 2001, édition La Découverte, ou encore les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique, au Seuil en 2017, mais ce ne sont que 3 que je souligne ici parmi les très nombreuses. Vous avez la parole, Patrice Flichy. Merci beaucoup d'être là. Eh bien, merci de m'accueillir ici. Donc, je vais aborder un sujet sans doute un petit peu différent de ce que vous venez d'aborder, si j'ai compris le propos développé dans la première partie. Donc je voudrais étudier avec vous l'articulation entre l'innovation et la question de l'imaginaire social. Je le ferai en partant d'une réflexion de Castoriadis. Castoriadis, dans l'institution imaginaire de la société, dit la chose suivante: l'histoire est impossible, inconcevable, en dehors de l'imagination productive ou créative de ce que nous avons appelé l'imaginaire radical. Donc, pour Castoriadis, l'imaginaire est un élément instituant de nos sociétés. Et je crois que quand on aborde la question de la technologie, cette question de l'imaginaire social, me semble-t-il, est importante à prendre en compte. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imaginaire social ? On peut le définir comme l'ensemble des représentations, des affects, des intentions propres à une société ou à un groupe social. Mais l'imaginaire social, il faut insister là-dessus, c'est pas quelque chose de fictif, c'est pas une fiction. C'est vraiment le lien matériel, et là je reprends une expression de Castoriadis, le lien matériel, affectif et symbolique qui permet à une société de tenir ensemble, d'avoir une identité. Cet imaginaire est constitué de significations qui permettent à une société d'affirmer ses valeurs, ses croyances, de donner une forme aux différentes institutions de la vie collective, l'État, la famille, le travail. Et donc ce concept, je crois, est intéressant pour étudier la technologie. En effet, le développement technologique est déjà toujours pris dans un tissu de signification sociale. Le choix d'une technologie, ou l'échec d'une technologie, parce qu'il y a au moins autant de technologies qui échouent que de technologies qui réussissent, l'échec d'une innovation ne dépend pas seulement de questions purement techniques, est-ce que cette machine a réussi à fonctionner, mais aussi de la capacité d'une technologie de faire sens, de s'intégrer dans un contexte socio-économique. Bon, c'est une notion qu'on trouve chez Castoriadis, mais qu'on trouve chez d'autres penseurs, d'autres sociologues. Je pense à Appaduraï ou à Charles Taylor, qui a travaillé sur les imaginaires
dans le domaine de la philosophie politique. Avec eux, on peut définir l'imaginaire social comme un ensemble de rêves, de mythes, d'histoires, ce que les sociologues comme moi appelleraient plutôt des représentations collectives, qui sont constitutives de chaque société. Dans la société contemporaine intervient un phénomène dont on aura l'occasion de reparler, mais qui est central, c'est la place que les médias vont occuper dans l'imaginaire social. Quels sont les supports de cet imaginaire social? Ce n'est pas, comme auparavant, essentiellement des discours philosophiques, discours théoriques, Taylor rappelle le rôle des Lumières, par exemple. Ce n'est pas des légendes, des mythes. Vous parliez des philosophes grecs tout à l'heure, mais c'est avant tout, je dirais aujourd'hui, une production médiatique de masse. De masse, parce que dans la mesure où ce n'est pas seulement des médias de masse, mais c'est une des transformations qu'a amené Internet, finalement, tout individu aujourd'hui peut intervenir, je dirais, dans le débat social à travers, par exemple, les réseaux sociaux. Alors, qui est concerné, deuxième question, qui est concerné par cet imaginaire? C'est pas là aussi, comme à l'époque des Lumières, essentiellement les élites, les intellectuels, les experts, mais c'est des individus ordinaires. Et si on compare la culture des médiateurs à celle des intellectuels d'autrefois, c'est pas une culture experte, je dirais, l'individu ordinaire, comme je l'indiquais, peut prendre la parole aujourd'hui dans les débats publics plus facilement qu'autrefois. Troisième question, cet imaginaire n'est plus un imaginaire individuel, comme l'était l'imaginaire de l'époque romantique, où cet imaginaire a été créé finalement par un individu particulièrement doué, l'artiste. Il s'agit d'un imaginaire collectif, c'est finalement une compréhension partagée de notre société, partagée aux deux sens, c'est négocié, puis accepté par tous. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce mot négocier. Bien entendu, cette élaboration collective n'est pas négociée, je dirais, de façon consensuelle. Elle est négociée de façon conflictuelle, extrêmement conflictuelle. Les innovations dont on évoquera tout à l'heure, eh bien, on s'aperçoit que les industriels, par exemple, avec l'aide de cabinets de conseil, vont tenter de modeler cet imaginaire en fonction de leurs intérêts propres. Donc, partager au sens de négocier, partager au sens où, finalement, cet imaginaire est suffisamment évident pour être implicite. Charles Taylor qui s'intéresse, lui, aux politiques, prend un exemple qui est de circonstance aujourd'hui, en disant que les individus donnent un sens commun. Il prend l'exemple des élections en disant que quand un citoyen rentre dans l'isoloir, eh bien, il sait qu'il s'inscrit dans une des décisions collectives. Cet acte paraît bizarre, de rentrer dans une boîte, de me prendre un bulletin, de le mettre dans une enveloppe. Eh bien, ne prend sens que parce que l'individu sait qu'on rentre, il participe finalement à la décision politique. Quatrième question qu'on peut poser à cet imaginaire social, est-ce que c'est une fantaisie ou une composante des pratiques sociales? Je crois que ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un échappatoire qui permettrait de fuir le monde, mais, et Taylor insiste à juste titre fortement là-dessus, c'est ce qui donne sens aux pratiques sociales.
Ce sont des schèmes conceptuels qui permettent de comprendre le monde, qui organisent les pratiques sociales. Finalement, ça constitue un arrière-plan normatif implicite qui permet de s'y engager. Voilà quelques points de repère, et je voudrais développer mon propos avant tout autour de la question de l'utopie et de l'idéologie. Car si on estime que l'imaginaire permet de s'engager dans l'action, pour comprendre cet engagement, je voudrais m'appuyer sur un livre de Paul Ricoeur qui s'appelle Utopie et idéologie. Ricoeur d'ailleurs reprend en partie le travail d'un philosophe allemand, Karl Mannheim, et que le texte de Mannheim a été écrit dans l'entre-deux-guerres, et Ricoeur y retravaille en se plaçant du point de vue d'une philosophie politique. Moi, je vais effectivement reprendre un peu les concepts de Ricoeur, les développer, mais pour éclairer finalement la question de la technique et de l'innovation. Ce qui est intéressant dans cette réflexion de Ricoeur, c'est de montrer, et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que idéologie et utopie, finalement, s'articulent. Alors, partons de l'idéologie. Ricoeur nous dit que finalement, contrairement à la tradition marxiste qu'on connaît bien, où l'idéologie s'oppose au réel, l'idéologie, c'est ce qui masque le réel, et il appartient aux militants politiques de montrer que derrière ces discours, il y a une réalité qui est fort différente. Eh bien, Ricoeur nous dit que l'idéologie ne peut pas s'opposer au réel, car finalement, la réalité est symboliquement médiée. Là où il y a des êtres humains, dit Ricoeur, on ne peut rencontrer de modes d'existence non symboliques, et encore moins d'actions non symboliques. De même, la perspective courante qui oppose l'utopie à la réalité oublie que finalement la réalité, c'est pas un donné, n'est pas donné, mais c'est un processus. Et finalement, pour Ricoeur, l'utopie et l'idéologie constituent les deux pôles d'un même imaginaire social. L'un, l'idéologie, cherchant plutôt à conserver l'ordre social, et l'autre, l'utopie, à le bouleverser. Et donc c'est cette tension permanente entre idéologie et utopie qui permet une tension entre stabilité et changement. Donc je voudrais vous présenter cette articulation entre utopie et idéologie. Je le ferai d'abord en vous montrant qu'il y a 3 niveaux pour comprendre cette articulation entre utopie et idéologie. Je dirais le premier niveau qui est le niveau courant, qui correspond à l'acception standard finalement du mot idéologie et du mot utopie. À ce niveau-là, l'idéologie est conçue comme une distorsion du réel. Et l'utopie, au contraire, comme une sorte de fuite, d'échappatoire. Dans le langage courant, on dit quelque chose c'est utopique, bon, ça veut dire c'est pas sérieux. Donc ça, c'est ce niveau courant. Le deuxième niveau, qui serait un niveau, disons, d'analyse du politique, on s'aperçoit que l'idéologie joue un rôle central pour légitimer le pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir, un pouvoir ne peut pas exister s'il ne trouve pas une forme de légitimité, et ça, c'est une des fonctions de l'idéologie. Quant à l'utopie, l'utopie, c'est une alternative au pouvoir. Un parti utopique, c'est un parti politique utopique, c'est un parti
souvent révolutionnaire, qui propose un autre mode de fonctionnement de la société. Finalement, l'utopie, c'est ce qui permet de saper l'autorité, de dire, mais la société peut fonctionner autrement, tout à fait autrement. Troisième fonction, troisième niveau, qui serait en quelque sorte la fonction sociale de l'idéologie et de l'utopie. L'idéologie, c'est ce qui permet de construire l'identité d'un groupe social ou d'une société. C'est ce qui permet d'intégrer les individus dans un groupe social. Au contraire, l'utopie, c'est ce qui permet d'explorer des voies nouvelles, d'explorer d'autres formes de possibles. Et la conviction de Ricoeur, c'est que, comme il l'écrit, nous sommes toujours pris dans une oscillation entre idéologie et utopie. Nous devons essayer de guérir la maladie de l'utopie, dit-il, à l'aide de ce qui est sain dans l'idéologie, son élément d'identité, et tenter de guérir la rigidité, la pétrification des idéologies par l'élément utopique. Mais il serait trop simple de répondre que finalement, on va essayer de garder un enchaînement dialectique, de penser que la dialectique va nous permettre de résoudre ce problème. Nous devons, dit Ricoeur, au contraire nous laisser attirer dans un cercle et ensuite d'en faire une sorte de spirale. Eh bien, c'est cette spirale qui va décrire un peu la question de l'imaginaire technique que je voudrais vous présenter ce soir. Alors, on partira. Alors, bon, j'ai un beau schéma, j'avais amené de quoi le projeter, mais je crois que non. Eh bien, je le ferai passer tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'on était encore à l'époque où on fait circuler des papiers, ce qui est très bien. Voilà, je vous le ferai passer un petit peu plus tard, parce que j'en ai besoin et je n'ai pas d'autres exemplaires. Donc, au démarrage, finalement, l'utopie, c'est ce qui permet d'explorer la gamme des possibles. C'est finalement une phase assez inventive, assez brouillonne. Les innovateurs imaginent un tas de dispositifs techniques qu'on pourrait utiliser dans les domaines les plus variés de l'activité sociale. Dans le processus de gestation de l'innovation, cette phase, dans un autre travail, je l'appelle l'objet valise. Donc, si vous voulez, on a une grande valise, et puis on met tout, plein de choses différentes qui traînent, et on se dit à partir de ça, peut-être qu'on va pouvoir constituer quelque chose de nouveau. Ces projets sont très divers, souvent mal articulés entre les uns les autres, ils renvoient à des mondes sociaux différents. Donc, dans cette valise, en quelque sorte, il y a des rencontres improbables entre des dispositifs techniques différents, entre des concepteurs et des usagers. Ça va prendre de la forme, finalement, d'éléments festifs, et puis parfois, ça va être plus fécond. Eh bien, cette phase, je l'appelle utopie de rupture. Alors, quelques exemples, pour ne pas être trop abstrait. Cette utopie de rupture, finalement, elle articule deux choses. Elle articule des opportunités technologiques. Et si je prends le cas d'Internet, sur lequel j'avais pas mal travaillé, le fait qu'on avait des composants microélectroniques, qui avaient une miniaturisation de plus en plus grande des composants. Donc, effectivement, ça modifie fondamentalement l'informatique, entre les ordinateurs de la fin de la guerre qui tenaient à peine dans cette salle, et puis ceci qui est en quelque sorte un ordinateur. Donc, miniaturisation des composants, autre chose, autre élément, opportunité technique, c'est
la découverte de la fibre optique, ce qui fait que, vous le savez, une bonne partie de notre mémoire se trouve en Californie et que se promène constamment dans les fibres qui traversent l'Atlantique. Donc, dans cette phase d'utopie de rupture, on articule des opportunités technologiques et puis un discours de l'imaginaire. Alors, ce discours, il est multiple, il a pris des formes multiples. C'est très souvent du domaine de romancier, fiction. Au XIXe siècle, c'était les romans d'anticipation, les Jules Verne, les Robida. Et puis aujourd'hui, c'est la science-fiction, c'est les romans d'Arthur Clarke, par exemple, repris par Kubrick dans 2001, Odyssée de l'espace, et puis cette machine, cette méga machine intelligente qui était HAL. C'est aussi autre tradition de la science-fiction, un peu différente, ce qu'on a appelé la tradition cyberpunk, je ne sais pas si vous connaissez Sterling, Gibson. Finalement, le roman peut-être le plus connu de Gibson, Neuromancien, cette littérature nous présente les technologies qu'on dit numériques aujourd'hui comme finalement intégrées à la vie quotidienne. C'est pas comme HAL dans Odyssée de l'espace, qui est une méga machine. Au contraire, le génie de Gibson, c'est d'imaginer des choses qui sont intégrées dans notre corps. Eh bien, c'est ça, l'utopie de rupture, c'est d'articuler donc opportunités techniques et science-fiction, on va dire. Et effectivement, d'où l'idée de passer finalement d'une grosse informatique scientifique, militaire, qui ne sert qu'au calcul scientifique ou à la gestion de systèmes très complexes, à finalement une informatique qui est un outil de communication, un outil de travail intellectuel individuel. C'est ça la grande rupture des années 60. Donc voilà un petit peu cette utopie de rupture. Deuxième phase, eh bien, on va essayer de construire une véritable alternative aux dispositifs techniques existants. Puis de les rêver, mais de les construire. Je dirais, on peut, pour expliquer ça, voir la transformation de la notion de modèle. Je dirais que dans la première phase, un modèle, c'est ce qu'on vise, ce qu'il faudrait faire. Tandis que maintenant, un modèle, eh bien, c'est un schéma à formaliser d'une technique. Finalement, ça, on pourrait dire, c'est une petite technique, voilà un modèle. Donc, à l'issue de cette première phase, on va passer de l'utopie de rupture à l'utopie de projet. Les auteurs de ces utopies tentent de rendre concret leur projet en construisant une maquette, en réalisant une expérimentation technique. Par exemple, si on prend l'histoire de la micro-informatique, la première maquette, ça a été un appareil qui s'appelait Altaïr, qu'on pouvait monter en kit. On pouvait monter son ordinateur en kit. Effectivement, à l'époque où les ordinateurs d'IBM étaient colossaux, c'était une rupture extraordinaire et ça prenait forme, puisqu'il y avait une petite boîte qui vous envoyait par la poste des composants et vous expliquait comment il fallait les articuler. Ou, à l'origine du réseau Internet, il y a eu le réseau ARPANET, financé par les militaires, mais qui était une sorte d'expérimentation entre informaticiens universitaires. Alors, évidemment, c'est encore plus facile à réaliser dans le monde informatique, où le monde des hackers, par exemple, ont réalisé essentiellement des logiciels, donc, ils n'ont pas besoin d'une grosse infrastructure technique pour mettre en place cette utopie. Alors, dans cette phase d'utopie projet, il faut également savoir convaincre. Convaincre pour obtenir des financements, un financement public, pour
les fondateurs de l'Internet, qui ne s'appelait pas Internet, mais notamment convaincre les militaires, qui ont financé ces expérimentations, donc convaincre des institutions publiques et convaincre également des investisseurs. Ce qui explique que les chercheurs ont évidemment tendance à survendre leurs projets. Quand on vous dit aux militaires, c'était le début d'ARPANET, finalement on va construire un réseau qui continuera à fonctionner même si on reçoit une bombe atomique, évidemment ça intéresse le militaire, enfin ça intéresse l'agence ARPA. Et quand on arrive à cette phase d'utopie projet, il y a une bifurcation, et regardons les deux bras de cette bifurcation. La première, c'est ce qu'on peut appeler l'utopie fantasmagorie. À ce moment-là, on retrouve l'idée de fuite, d'échappatoire, finalement un refus d'affronter la réalité technique. Un exemple, si on reste un peu dans ce domaine du numérique, c'était les extropiens, qui étaient une sorte de tribu d'informaticiens New Age, qui, dans les années 70, imaginaient d'atteindre l'éternité, en disant finalement, c'est assez simple, il suffit de télécharger votre esprit dans un ordinateur. Comme vous le savez, les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, donc peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, sans problème, vous pourrez donc télécharger votre cerveau dans un ordinateur, et le jour où vous aurez une panne, écoutez, c'est pas grave, il suffira de réactiver les copies de sauvegarde que vous aurez déjà réalisées. Bon, voilà, ce genre d'utopie fantasmagorie. Ce qui est évidemment intéressant aussi, c'est que face à ces utopies fantasmagoriques, il y a aussi des dystopies. Si vous vous intéressez aux dystopies, je conseille de regarder un site d'un groupe anarchiste grenoblois qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre. Donc vous avez avec Pièces et Main-d'œuvre, effectivement, une production de dystopies régulières. Ils ont des newsletters très, très, très réguliers. Alors, je dirais, ces dystopies, ce couple finalement utopie fantasmagorique, dystopie, fonctionne d'autant mieux que cette littérature dystopique a souvent tendance, je dirais, à prendre pour argent comptant le discours de séduction de l'innovateur qui veut trouver des appuis. Donc ça, c'est une première voie. L'autre voie, c'est d'essayer de convertir son projet en une expérimentation, donc de démarrer le processus d'innovation. Et alors juste peut-être, pour être un mot peut-être de dystopie en dehors de Pièces et Main-d'œuvre, je trouve intéressant à vous donner deux cas. La première idée, c'est l'idée de grand remplacement. L'idée que finalement, l'intelligence artificielle va remplacer tous les individus. Par exemple, il y a une dizaine d'années, vous avez un médecin, Hinton, qui a publié un article dans une revue de médecine disant que les radiologues, demain, ils seraient tous chômeurs. Finalement, l'intelligence artificielle ferait le travail de la radiologie, et donc il était important pour eux, qui cherchent dès aujourd'hui à se reconvertir. Donc cette idée, on la trouve constamment dans tous les secteurs de l'intelligence artificielle. Je pense, je vous donne celui-là parce que là il y a un article qui a fait évidemment un peu de débat dans le milieu des radiologues. Donc ça renvoie à l'emploi. Et puis l'autre chose, ça renvoie à la notion de contrôle, et finalement on revient sur la figure de Big Brother, qui est donc le modèle d'une société de surveillance intégrée. Donc ces dystopies
on le verra, sont intéressantes parce qu'elles ouvrent le débat public, mais en même temps, elles sont effectivement tellement radicales qu'elles ne décrivent pas le futur, et l'histoire de l'emploi est très nette. On sait bien qu'à chaque innovation technique, la question de la disparition de l'emploi est toujours présentée et que finalement l'innovation, eh bien, une fois qu'elle est appropriée, s'intègre à d'autres métiers. Alors, si j'abandonne cette voie de fantasmagorie ou de dystopie, l'autre voie, donc je vous le disais, c'était de se lancer dans l'innovation et pour réussir à cette phase, il faut produire ce que une sociologue des sciences, Suzanne Starr, appelle un objet frontière. Alors, qu'est-ce que c'est un objet frontière ? Un objet, c'est quelque chose, nous dit Starr, qui est suffisamment flexible pour s'adapter aux besoins des différents partenaires, mais en même temps suffisamment robuste pour maintenir une identité commune. Alors, pour que ce ne soit pas trop abstrait, je vais vous citer l'exemple que donne Starr, qui en plus l'avantage d'être un exemple qui est peu technologique, donc plus facile à présenter. Il s'agissait d'un musée, donc vous voyez le mot objet est large, c'est pas forcément un outil technique, d'un musée de zoologie qui a été construit à la fin des années 20 à Berkeley, donc en Californie. Le problème des promoteurs de ce musée, c'était qu'il fallait évidemment trouver toute une série de partenaires pour cette affaire, non seulement des scientifiques, mais on va le voir, des trappeurs pour ramener des animaux, évidemment la présidence de l'université pour qu'elle accepte de mettre des moyens, et puis comme c'était insuffisant, quelques riches héritières californiennes, il y en avait déjà à cette époque-là, qui soient prêtes à mettre de l'argent. Et finalement, ce qui va fonctionner et permettre à cet objet frontière d'exister, c'est que tous ces partenaires ont une idéologie commune, une idéologie commune qui nous dit quelque chose aujourd'hui. Ils partageaient tous l'idée qu'il fallait protéger l'écosystème californien. Donc, la Californie des années 20 est bien différente, c'était il y a un siècle, et donc bien différente de la Silicon Valley d'aujourd'hui, et donc il y avait encore beaucoup de nature sauvage en Californie. Donc, tous ces partenaires, présidence, trappeurs, zoologues, avaient envie de protéger cette nature californienne. Et l'autre chose, effectivement, dans cette articulation des acteurs, eh bien, il faut passer des sortes de compromis. Par exemple, il y a des difficultés à faire collaborer des scientifiques et des trappeurs, c'est qu'ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes de collecte. Le trappeur, il a tendance à tuer l'animal, ou prendre un grand bâton et taper dessus. Et évidemment, ensuite, quand on le ramène dans le musée, c'est plus très intéressant. Donc, il a fallu mettre au point des protocoles, des méthodes de collecte des animaux, des pièges adaptés qui permettaient de ne pas détériorer l'animal. Donc, vous voyez, dans l'idée d'objet frontière, ce qui est clé, c'est cette idée qu'il faut un projet commun, une idéologie commune, et il faut aussi trouver des méthodes fines de collaboration. Donc ça, c'est la voie qui permet à l'objet technique d'avancer. C'est ce que, disons, dans un autre langage, le sociologue Erving Goffman appelle un cadre de référence, en disant finalement, pour collaborer, les individus ont besoin d'un cadre de référence. Moi, dans des travaux sur l'innovation, j'ai appelé ça le cadre socio-technique, mais on est dans une problématique goffmanienne. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une phase où le débat
technique est très ouvert, et je vous en citerai juste un exemple qui m'a toujours fasciné. Hein. Les premières discussions sur Internet, qui étaient donc ouvertes, hein, ça fonctionnait sur le réseau, qui finalement petit à petit vont créer de la normalisation hein, pour que le réseau puisse fonctionner, eh bien ça s'appelait des RFC, ce qui veut dire Request for Comment. Donc finalement, d'habitude, une norme, hein, on n'appelle pas ça request for comment, on ne demande pas des commentaires. Hein. Eh bien, dans ce monde encore extrêmement fluide, hein, eh bien, on demande constamment des commentaires. Donc rien n'est encore rigidifié. C'est là où on va passer un peu de l'autre côté hein, dans mon schéma, donc une colonne utopie, une colonne idéologie. Hein. De l'autre côté, hein, dans ce que j'appelle l'idéologie masque, hein, parce que pour que cette idéologie fonctionne, hein, eh bien, il va falloir tordre les représentations de la technique. Hein. Il va falloir manipuler hein, les utilisateurs. Et dans cette phase initiale de l'Internet expérimental, hein, une idée importante, hein, c'était que finalement Internet était ouvert à tous et était gratuit. Eh bien, la manipulation hein, de ce discours idéologique, c'est que derrière cette gratuité, eh bien, il y a le fait que vos données hein, sont archivées, hein, ce qui est la base du modèle de Facebook et Google. Donc finalement, on dit, ben oui, Internet c'est extraordinaire, hein, tout le monde peut s'exprimer et tout le monde gratuitement. Alors tout le monde peut s'exprimer là où il y a masque, hein, où la réalité est masquée, hein, c'est que toutes les données sociologiques nous montrent que sur les forums, hein, sur les réseaux sociaux, finalement, il y a, c'est un exemple de ce qu'on appelle la loi de puissance en statistique, ce qui veut dire que schématiquement, hein, vous avez 10% des utilisateurs qui envoient 90% des messages. Et à l'inverse, 90% des utilisateurs n'envoient que 10% des messages. En fait, comme c'est une courbe, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Donc, effectivement, cette idée d'un dispositif libre et égal est faux. Et l'autre élément, donc, c'était effectivement, comme je vous le disais, le fait que derrière la gratuité, il y a le fait que vos données sont ensuite utilisées par les plateformes. Et on passe ensuite à l'étape suivante, hein, qui est, donc après cette phase d'idéologie masque, on passe à une phase que j'appelle l'idéologie légitimante, c'est-à-dire que la nouvelle technologie devient légitime et les autres voies technologiques sont complètement marginalisées. Ce que les historiens des techniques appellent le verrouillage technologique. Alors deux exemples. Hein. Finalement, avec Internet, hein, la communication donc, sur IP devient l'unique mode de communication. La communication téléphonique eh bien, n'existe plus, analogique, hein, avec le numérique finalement. Le numérique est l'unique mode de communication. Ou deuxième exemple, pour quitter un peu l'Internet, hein, le développement des OGM a complètement marginalisé une autre voie hein, d'évolution des technologies végétales, qui étaient les procédures traditionnelles de sélection, hein, où des laboratoires de recherche ou des agriculteurs sélectionnaient des semences les plus efficaces. Mais aujourd'hui, on a complètement abandonné cette voie en disant finalement non, c'est une voie qui est inefficace aujourd'hui. La meilleure solution, c'est de manipuler les génomes. Là,
Après cette phase de verrouillage technologique, eh bien, on arrive à une dernière phase qui est l'idéologie manipulation. L'idéologie, excusez-moi, mobilisation. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que finalement il y a un consensus sur ces nouvelles formes technologiques, eh bien, ce consensus permet de mobiliser tous les acteurs et notamment les utilisateurs. On en a un bon exemple sur une technologie quand on regarde la façon dont les médias en parlent. J'avais regardé donc, sur la fin des années 90, où on a eu en concurrence d'Internet, mais c'était le projet phare du début des années 90, porté notamment par un vice-président des États-Unis, Al Gore. C'était le projet des autoroutes de l'information, qui était grosso modo une sorte de grand réseau câblé. On pouvait faire tout circuler. Eh bien, quand on regarde la presse, l'ensemble de la presse américaine, que j'avais regardé dans les années 90, on voit à un moment la courbe de croissance du thème autoroute de l'information s'effondre et est remplacée par une courbe de croissance. Les occurrences, où ce mot est cité dans la presse, est remplacé par une autre technologie qui est Internet. Alors, pour garder peut-être un peu de temps de parole, je vais conclure. Alors, pour terminer mon modèle, eh bien, face à l'idéologie mobilisation, c'est d'où le modèle, disons, en mouvement de Ricoeur, eh bien, une autre utopie de rupture va remettre en cause, effectivement, l'idéologie précédente. Donc, en conclusion, je dirais que l'imaginaire offre des alternatives, permet d'explorer des possibles, c'est la fonction positive de l'utopie présentée par Ricoeur. Deuxièmement, c'est un élément constitutif de l'identité et de l'intégration d'un groupe humain. Il n'y a pas de groupe humain sans imaginaire, ce que nous disait Castoriadis dans mon introduction. Troisièmement, il est partagé, associé à de très forts conflits, et si on avait plus de temps, on pourrait rentrer il ne faut évidemment pas avoir une idée bisounours de ces négociations, mais in fine, il est négocié, accepté par tous, parce que c'est ce que les sociologues des techniques appellent une boîte noire. Il y a un moment où on ne se pose plus de questions. Finalement, si je veux communiquer, je prends ça. Donc la question ne se pose plus. Avant, je pouvais dire est-ce que je prends ça, est-ce que je l'achète, est-ce que j'envoie une lettre. Et donc, pour être totalement admis, eh bien, il est associé, donc je le disais, à de forts conflits. Et enfin, eh bien, quatrième point, il donne sens et organise nos pratiques sociales. Voilà ce que je voulais vous présenter. Alors, je vais pouvoir faire circuler mon petit schéma. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci d'abord, merci beaucoup.